Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des outils d'aide à la décision. Alors c'est tout un programme. S'il fut un temps, il y a une bonne trentaine d'années, où les techniciens agricoles qui suivaient ou rencontraient les agriculteurs n'étaient pas toujours des commerciaux, ils avaient aussi un rôle de transmission du savoir et de l'information, puisque beaucoup d'agriculteurs à l'époque n'avaient pas forcément été en école d'agriculture. Ensuite, il y a eu les formations d'école d'agriculture, où finalement, on aurait été censé apprendre l'ensemble des maladies qui concernent les plantes qui sont cultivées dans notre pays, comment elles se développent, dans quel contexte, quels sont les facteurs qui favorisent leur développement, quelle humidité faut-il, quelle météo, quels critères de température, qu'est-ce qu'on appelle une humidité saturante qui permet le développement de certaines maladies, etc. Et en fait, tout ça, ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Lorsqu'on voit aujourd'hui les ingénieurs d'AgroParisTech qui refusent leur diplôme et qui incitent à la désertion, on peut les comprendre pour partie, mais sur d'autres, on est plutôt inquiet, puisqu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que même nos ingénieurs, finalement, ne travaillent en partie que sur les fameux outils d'aide à la décision. On veut transformer, entre guillemets, et c'est même déjà fait, l'agriculteur en applicateur, finalement. D'ailleurs, il passe un certificat dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle applicateur-décideur. L'agriculteur deviendra sans doute uniquement applicateur dans quelques années au rythme où c'est parti. Et notamment avec ces applications et tous ces modèles qui tournent, qu'on appelle OAD, et finalement qui disent à l'agriculteur, voilà, les conditions sont réunies pour intervenir. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les OAD qui existent parce que finalement, c'est vraiment pas intéressant. Et si on analyse vraiment le système, la majorité d'entre eux ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'ils ne correspondent pas à l'objectif, et je suis presque moi obligé de le rappeler, qui est la diminution de l'usage des produits phytosanitaires. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et Phytosol, on le dénonce depuis de nombreuses années, c'est que la majorité des modèles, pour ne pas dire tous les modèles en grande culture céréales, qui fonctionnent sur les maladies, ne sont basés que sur la présence de la maladie dans la parcelle, c'est-à-dire qu'on est déjà face au problème et on intervient pour essayer d'avoir un mode curatif, c'est-à-dire guérir ou tenter de limiter la propagation des ou de la maladie. Ça, c'est un non-sens technique si on souhaite réduire l'usage des produits phytosanitaires. Il y a un modèle qui fonctionne sur cette notion de prévention, qui est le modèle mildiou pour les pommes de terre, où là, par des données météo, des analyses de l'hygrométrie, des températures, de la pluviométrie, on peut un petit peu inciter les agriculteurs à être vigilants et à intervenir en prévention, puisque c'est souvent comme ça que ça marche le mieux pour le mildiou. En curatif, c'est souvent compliqué, même si des produits ont évolué ces dernières années. Donc, trêve de parenthèse par rapport à ça. En tout cas, pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Puisque récemment, avec les météos actuels, certains modèles, certains outils d'aide à la décision utilisés dans le Grand Est par des grandes coopératives et par des grands négoces reconnus, ont dit aux agriculteurs de déclencher les traitements au stade dernière feuille, c'est-à-dire il y a 15 jours en gros, puisqu'il y avait présence de maladies. Alors là, nous on tombe sur le cul. On a même des partenaires agriculteurs qui sont décontenancés devant ce type d'informations, voyant les pulvées traitées, etc. Ils s'inquiètent presque, mais il y a le feu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en réalité, ça montre en tout cas où est-ce qu'on en est arrivé en agriculture, et je pense qu'il est important de le dénoncer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui ne savent même pas comment se développent les maladies, les agriculteurs en premier, puisque ça devrait être la première chose qu'ils doivent savoir, c'est leur métier. Comprendre qu'avec des températures comme on a, une absence de pluviométrie, une absence d'hygrométrie, une absence d'humidité saturante, des températures excessives, il y a au moins la moitié des maladies qui déjà ne sont pas concernées, ne peuvent pas se développer, c'est impossible. Il y a des notions de durée d'incubation des maladies. Une vingtaine de jours pour une septoriose, c'est quand même important de le savoir avant de se dire ça va exploser, etc. Alors pourquoi ça fonctionne tout ça? Parce que le monde agricole, il est géré par la peur. Ça n'est que par la peur que l'on fait intervenir les agriculteurs. Beaucoup le font aussi par facilité. Ils se retranchent derrière un modèle informatique et finalement ils interviennent. C'est parfois leur seul traitement qu'ils vont avoir fait cette année, mais à des doses très importantes qui correspondaient à une notion de curativité, dans des conditions de traitement insensées, qui ne peuvent pas apporter quelque chose de positif à des plantes qui sont déjà stressées. Oui, je suis obligé de vous rappeler que nous sommes en sécheresse, en absence de pluviométrie, et une pluviométrie très réduite, avec des sols secs. Donc il y a même certaines maladies qui ne peuvent pas se développer dans ces conditions-là, et c'est le cas de la septoriose.
Pour les maladies de l'épi qui vont arriver là en ce moment ou qui sont en plein dedans, c'est-à-dire les fusarioses, il y a 2 types de fusarioses qui viennent en fait entacher la création du grain ou réduire sa taille, supprimer une partie même des épillets dans certains cas. Donc ça, c'est des maladies que si on a les compétences pour, beaucoup d'agriculteurs les observent depuis presque l'automne. Les fusarioses sont des fois présents sur les résidus de culture puisque la majorité des maladies que l'on a sur nos cultures, nos céréales, proviennent des résidus de récolte. C'est toute la complexité des choses et pas du mode de culture. On ne peut pas dire que parce qu'on est en agriculture biologique ou en agriculture classique, on a plus ou moins de maladies. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Évidemment, il faut des conditions météo. Par exemple, les fusarioses, on les observe depuis l'automne. On en a vu en mois de mars sur les tiges. On en observait encore ces dernières semaines sur les tiges, mais finalement, elles ne montent pas. Et là, c'est là qu'on a besoin d'avoir des compétences pour comprendre comment elles vont se développer, quels sont les facteurs de développement. Et il faut déjà des humidités saturantes pendant 24 ou 48 heures selon les fusarioses. Ensuite, il faut la contamination. Bref, ce n'est pas du tout les conditions actuelles. Donc quand je vois des modèles comme ça qui déclenchent, c'est-à-dire qui ont incité des dizaines, même des centaines d'agriculteurs à intervenir, où finalement les flashs techniques ne sont que des incitations, je prendrais la même chose pour des insectes. En ce moment, il y a quelques parcelles qui ont des pucerons selon les secteurs. En betterave, c'est même très important. On a réduit les niveaux de traitement de semences avec les néonicotinoïdes qui sont terminés en 2023. On a accepté une dérogation entre guillemets pour les betteraves, mais finalement en réduisant la quantité du traitement de semences en grammage, et finalement on n'a pas une efficacité aussi bonne et on a des années très intenses au niveau des pucerons, comme on a eu en 2020 et comme on a visiblement cette année selon les régions. Eh bien on voit des flashs techniques envoyés par les coopératives et négoces qui disent aux agriculteurs d'intervenir sur des céréales par exemple parce qu'il y a des pucerons qui en ont piégé quelques-uns, etc. Déjà les seuils ne fonctionnent pas comme ça, c'est un épi sur 2 colonisé. Il faut essayer d'utiliser des produits qui ne vont pas tuer les faunes auxiliaires, et ça existe. Mais dans les conseils, qu'est-ce qui est conseillé? Des produits qui ne fonctionnent pas quand il y a des niveaux de luminosité comme ça, quand il y a des chaleurs comme ça, des produits qui vont flinguer tout ce qui entoure les pucerons, notamment les auxiliaires qui sont très présents. Mais pour ça, il faut être formé, informé et surtout se bouger ses petites fesses pour aller sur le terrain et regarder et arrêter d'avoir peur et arrêter d'écouter des gens qui finalement ne devraient plus être en activité par rapport à cette notion de séparation du conseil-vente. Et donc le scandale, il est là. Donc sur les OAD qui finalement ne sont pas basés sur la réduction des produits phytosanitaires, parce que quand la maladie est présente, on ne peut pas réduire les doses, c'est pas possible. Des maladies ont été confondues, et je terminerai là-dessus. Il y a eu certains secteurs où il y a eu des attaques de rouille. Alors la rouille, elle date pas d'hier, hein, elle date de l'automne. On l'avait nous observé sur le terrain, on avait alerté nos partenaires. On a utilisé les produits nécessaires pour combattre la rouille vraiment au tout début de son éventuelle contamination. Mais encore faut-il utiliser les bonnes molécules. Là, il y a eu des traitements qui ont été donc faits à dernière feuille suite à l'outil d'aide à la décision avec des communications. Mais les produits utilisés au stade dernière feuille pour la majorité des agriculteurs qui traitent à ce moment-là ne font pas les rouilles. C'est-à-dire que le pire, c'est que la maladie à la limite qui pourrait se développer par ces conditions-là, ce sont les rouilles, principalement la rouille jaune. Et au final, les agriculteurs sont intervenus avec des produits qui ne font pas les rouilles. Bref, il y a de quoi vraiment rester sur le cul. Donc on n'échappera pas au fait, et j'en conclurai là-dessus, qu'il va falloir se former, que les vrais outils d'aide à la décision, c'est comprendre comment chacune des maladies se développe. C'est quand même pas sorcier, c'est même intéressant de le comprendre. C'est quand même la clé du métier. Puis après, de l'autre côté, regardez aussi des choses qui ressemblent à des maladies, parce que ça aussi, c'est arrivé. Tous les ans, ça arrive, mais encore plus cette année, où il y a des symptômes de stress, il y a ce qu'on appelle chez nous des tâches à la con, c'est-à-dire des tâches qui sont liées à des stress des plantes, qui témoignent par des décolorations particulières qui peuvent parfois ressembler aux maladies. Il n'y a rien de pire que de voir des agriculteurs intervenir sur des maladies qui n'en sont pas. Il n'y a rien de pire que de voir des agriculteurs intervenir sur des maladies qui ne sont pas des maladies, mais des stress qui ont été déclenchés parfois par ce type de traitement fait en mauvaises conditions. Des ponctuations brunes, des décolorations des bouts de feuilles, etc., etc. Donc je suis désolé, mais il va vraiment falloir passer par la case, on s'informe, on est curieux, on s'intéresse, et puis vous savez pas, tous les logiciels, toutes ces applications-là, vous mettez ça à la poubelle, parce que la majorité d'entre elles ne servent qu'à dédouaner la majorité des gens qui entourent les agriculteurs pour faire des conseils de traitement, de justification, comme l'analyse de terre est une justification pseudo-scientifique sur le fait d'apporter des quantités bien souvent aberrantes d'engrais de fond, c'est exactement la même chose pour une partie de ces OAD-là. Alors si demain on modifie les OAD comme un outil d'accompagnement
en anticipation ou en effet par rapport à certains modèles, etc., on pourrait avoir plus d'informations plus précises. Ce serait utile. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et puis, il faut reconnaître que les 5 dernières années ne doivent pas forcément correspondre à un modèle. Parce qu'un modèle, ce n'est pas Dieu le Père. Si la base du modèle n'est pas bonne, et on a rencontré certains faiseurs d'Arvalis à l'époque qui ont créé ce modèle-là, ils nous ont bien expliqué que dans le cahier des charges, il n'y avait pas cette notion d'anticipation. On n'était pas dans la prévention de la maladie, on était uniquement dans la curativité. Et ça a conduit forcément voilà, à des aberrations. Alors déclenché par là, je pense que là le modèle il a déraillé, il y a eu un bug quelque part parce que si on déclenche pour la septo cette année, c'est un peu incompréhensible. Voilà, alors dans les 10-15 jours à venir, il faudra surveiller en effet s'il y avait un retour de pluviométrie importante, le développement éventuellement des fusarioses sur les épis. Mais ça, c'est des choses qui sont très compliquées à gérer puisqu'en fait, en 24-48 heures, c'est contaminé. Il faut vraiment une humidité saturante. Et donc, le traitement, il va être positionné. Et voilà, il faut aussi en être conscient que ce n'est pas quelque chose qui fonctionnera à 100%. Et en agriculture biologique, c'est pareil. Il y a des produits et des champignons qui existent pour la gestion des fusarioses. C'est pareil, c'est souvent en anticipation que ça marche le mieux. On ne peut pas aller faire des traitements en anticipation par des conditions climatiques comme ça. Donc, on est bien obligé d'attendre et de prendre un risque. Et cette année, c'est comme ça. Il y a pas, voilà, il suffit de le comprendre. Voilà. Mais la majorité des agriculteurs, normalement, n'ont quasiment pas fait d'intervention, et éventuellement une intervention très précoce ou des gestions de rouille qui sont plus liées d'ailleurs à des variétés problématiques qu'il faudra sûrement virer du catalogue parce qu'elles sont très sensibles. Et la rouille est une maladie de faiblesse. Là aussi, quand on connaît comment elle fonctionne, on sait que c'est lié aussi à des conditions de faiblesse, comme l'oïdium d'ailleurs. Ou pour rappel, il n'y a plus rien à faire en ce moment pour de l'oïdium qui est déclaré chez certains, puisqu'on voit encore des agriculteurs qui ont envie d'intervenir ou qui sont intervenus. Donc voilà, donc tous ces outils-là nous inquiètent beaucoup avec Mathieu et on pense que ça fait trop longtemps que ça existe et que finalement les agriculteurs n'ont même pas les bases ou pas la curiosité même de comprendre comment se développe la maladie. Ce n'est pas grave de ne pas savoir ou de confondre. On peut tous, voilà, on a tous à apprendre et c'est voilà. Mais c'est par la curiosité surtout qu'on va chercher à comprendre. Hein. Donc c'est pas par des outils d'aide à la décision qui vous font au contraire penser que vous avez la science infuse et que vous savez parce que c'est voilà, c'est incontestable, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Les outils sont justement très contestables et ne vous font pas comprendre la maladie. Et puis pour finir, cet aspect aussi de molécules. Si on ne choisit pas les bonnes molécules pour traiter les maladies, et c'est valable en agriculture biologique, puisque je le rappelle aujourd'hui, l'ensemble de l'agriculture biologique en grande culture utilise des produits phytosanitaires, qu'ils soient d'origine naturelle ou pas, des phosphonates de potassium, des huiles d'orange, etc. Bref, des produits qui ont un intérêt justement pour limiter les propagations des champignons et le côté sanitaire des productions à la sortie. Donc cette année, on s'oriente plutôt normalement vers une année très saine, par contre beaucoup d'insectes, comme toutes ces années-là. Et donc là aussi, on peut utiliser des produits qui sont sélectifs, qui ne tuent que les pucerons, pour prendre l'exemple de pucerons de tout à l'heure. Et c'est quand même triste que par contre, dans les beaux conseils qui sont faits par les COP et les négoces, on voit en bas la petite phrase traiter que si vous avez été observé, blablabla, pour se dédouaner. Donc ça rentre a priori dans la loi Egalim. Mais à la sortie, les conseils de produits qui sont faits sont que des saloperies. Donc ça, c'est vraiment la tristesse absolue. Donc voilà, donc le rôle des techniciens, de tous ceux éventuellement qui savent, ou des groupes d'agriculteurs, c'est de se transmettre des informations techniques, comprendre comment les maladies fonctionnent, comment elles se développent, qu'est-ce qui les favorise, et les résidus de récolte en font partie. Ça ferait aussi réfléchir certains sur les techniques de travail du sol, quand on comprend que toutes les maladies proviennent de nos résidus. Alors accélérer les décompositions, favoriser la digestion, les broyages, les choses comme ça. Il y a des choses agronomiquement à faire pour réduire les produits phytosanitaires. Donc c'est bien dans l'approche globale du sol à la plante qu'on aura des réponses à nos questions et non pas par des outils d'aide à la décision. Loin s'en faut. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.